Que feriez-vous si, au cœur de la nuit, les yeux froids et peints d'une statue se levaient soudain pour se poser sur vous? Et que se passerait-il si, avant même que vous ayez le temps de fuir, une voix emplissait l'air, appelant votre nom et énumérant, un par un, tous les méfaits que vous aviez commis? C'était à Houston, au Texas, par une nuit moite et silencieuse. Les rues autour de l'église catholique Saint-Michel étaient désertes, baignées seulement par la lueur douce et jaunâtre de vieux lampadaires. Un chat errant se faufilait entre des voitures garées, silhouette furtive glissant comme une ombre vivante. Au loin, le bourdonnement régulier d'une autoroute perçait le silence, comme un rappel constant que, quelque part, la ville ne dormait jamais. Sur le trottoir d'en face, figé dans l'ombre comme une ombre plus sombre encore, un homme vêtu de noir observait. Jason Miller, un nom que l'on chuchotait dans les commissariats de Dallas à San Antonio, s'apprêtait à franchir une limite qu'il s'était juré, même dans ses heures les plus noires, de ne jamais franchir. À l'intérieur du presbytère, le père Michael, jeune prêtre dévoué à sa paroisse, dormait profondément, épuisé par une longue journée de confession et de préparatifs pour la fête de l'Assomption. Dans la chapelle attenante, une seule bougie brûlait, projetant sa flamme vacillante sur le marbre poli du sol. 3 miles plus loin, l'officière de police Carla Ruiz buvait une gorgée de café tiède dans sa voiture de patrouille, ses yeux balayant les rues endormies sans deviner qu'avant le lever du soleil, elle se tiendrait dans cette même église, les yeux rivés sur des images de vidéosurveillance qui ébranleraient toutes ses certitudes. Et dans un petit appartement au-dessus d'une laverie, Eddie Alvarez, ami d'enfance de Jason et source de l'information qui l'amenait ici, arpentait nerveusement le sol. C'était lui qui avait parlé à Jason de ces milliers de dollars en liquide et en or, accumulés sur l'autel de l'église. Mais même en y pensant, un frisson lui parcourait la nuque, cambrioler une maison de Dieu n'était pas comme voler n'importe quel autre lieu. L'église se dressait dans l'obscurité comme un veilleur immobile. Ses murs de briques rouges et son clocher blanc luisaient faiblement sous la lumière de la lune. À l'intérieur, des bouquets de lys frais entouraient une statue grandeur nature de la Vierge Marie, le regard baissé dans une prière silencieuse, les mains jointes sur une robe blanche immaculée. À ses pieds, entassés au fil de la semaine, se trouvaient des enveloppes gonflées de billets, des chaînes en or enroulées dans des plats d'offrandes, des écrins de velours abritant des bagues étincelantes, les dons de centaines de fidèles. Les bottes de Jason effleurèrent à peine le sol lorsqu'il quitta la ruelle pour atteindre l'entrée étroite à l'arrière du bâtiment. Il avait déjà forcé d'innombrables serrures, mais le déclic métallique de celle-ci résonna différemment, presque comme un avertissement. En poussant la porte, il fut saisi par un mélange d'encens et d'un parfum plus doux encore, semblable à l'odeur des fleurs après une pluie d'été. L'allée centrale s'étendait devant lui, baignée d'ombres colorées projetées par les vitraux, même dans cette faible lumière. Le silence n'était pas seulement une absence de son, il était dense, presque tangible, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Au dehors, un taxi solitaire passa, ses phares glissant un instant sur les marches de l'église. Dans son appartement, Eddie alluma une autre cigarette, incapable de se débarrasser de cette sensation oppressante qu'il ne pouvait nommer. Au commissariat, l'officière Ruiz nota l'heure, 2h36. Elle ne savait pas encore qu'elle venait d'enregistrer le moment exact où Jason entrait dans la nef. Il ne se dirigea pas directement vers l'hôtel. Ses vieux réflexes prirent le dessus, vérifier les coins, écouter le moindre froissement, repérer tout mouvement. Les caméras de surveillance, perchées près du plafond, semblaient aussi vieilles que l'église, les lentilles ternies par la poussière, exactement comme Eddie l'avait décrit. Rassuré, il se tourna vers le transept gauche, là où se tenait la statue de la Vierge, entourée de cierges dont la flamme tremblotante semblait danser au rythme d'un souffle invisible. Chaque pas le rapprochait d'une force qu'il ne pouvait voir, mais qu'il sentait l'attirer. Les offrandes brillaient dans le faisceau de sa lampe, chaînes d'or, montres serties de diamants, liasses de billets de $100 maintenus par des élastiques. Un sourire amer effleura ses lèvres, Eddie avait dit vrai. Mais soudain, quelque chose bascula. L'air changea, plus lourd, plus vibrant, comme si l'espace lui-même venait de se refermer autour de lui. C'est ici que l'histoire commence vraiment. Car dans la minute suivante, Jason Miller, l'homme qui avait dépouillé les riches comme les pauvres, sans distinction, allait entendre son nom prononcé par une voix qui ne pouvait pas se trouver là. Et à partir de cet instant, plus rien, ni pour lui ni pour ceux qui entendraient son récit, ne serait jamais pareil. Bien avant cette nuit d'où il posa le pied dans l'église Saint-Michel, le nom de Jason circulait déjà comme un murmure d'avertissement dans les ruelles sombres de Dallas. Dans un ensemble de logements sociaux aux grillages rouillés et aux trottoirs fissurés, son histoire avait commencé. Son père, ancien ouvrier du pétrole au caractère aussi explosif que fugace, avait quitté la maison quand Jason avait 8 ans. Sa mère, Linda Miller,
travaillait jour et nuit comme serveuse dans un dîner, servant des cafés aux routiers et économisant sou à sou pour que les factures soient payées. Malgré ses efforts, certaines semaines, le réfrigérateur ne contenait guère plus qu'un litre de lait et quelques œufs. Les voisins se souvenaient de lui comme du gamin toujours en mouvement, parfois pour faire des courses, parfois pour échapper à des ennuis. Madame Alvarez, la veuve de l'appartement 3B, racontait souvent comment Jason lui tondait la pelouse pour 5 $. Il avait ce regard, disait-elle, comme s'il en savait déjà trop sur la vie pour son âge. À 13 ans, il commit son premier vrai larcin par une après-midi brûlante de juillet. Une supérette de Jefferson Boulevard avait laissé sa porte ouverte, la clochette cassée, et le caissier occupé à réceptionner une livraison. Jason aperçut un portefeuille en cuir dépassant d'une poche de veste posée sur le comptoir. En un geste, il le prit, invisible aux yeux de tous. Les 42 $ à l'intérieur lui semblèrent une fortune. Très vite, sa réputation se fit, il n'était pas seulement chanceux, il était rapide, prudent, presque invisible. À 16 ans, il faisait équipe avec d'autres adolescents pour dérober des outils dans des cabanes de jardin, vider des caisses enregistreuses mal surveillées ou revendre discrètement des objets dans des échoppes douteuses. Peu à peu, l'idée que voler était mal s'effaça. Dans son esprit, ceux qu'il dépouillait pouvaient se permettre de perdre, il remplacerait leurs biens. « C'est pas comme si je faisais du mal à quelqu'un », dit-il un jour à Eddie. Mais même alors, sa voix sonnait comme s'il cherchait surtout à se convaincre lui-même. À 22 ans, les petits larcins laissèrent place au cambriolage de grande valeur. Jason savait neutraliser un système d'alarme, forcer un vieux coffre, disparaître avant que la police n'arrive. Les caméras de sécurité captaient parfois la silhouette d'un grand homme encapuchonné, mais son visage restait toujours dans l'ombre, les plaques d'immatriculation des voitures volaient brouillant toute piste. Le détective Mark Reynolds, de la police de Dallas, avait un dossier sur lui aussi épais qu'un annuaire. On savait que c'était lui, dira-t-il plus tard. Mais savoir et prouver sont deux choses différentes. C'était un fantôme. Durant la décennie qui suivit, les activités de Jason s'étendirent, Dallas, Fort Worth, San Antonio, puis Houston. Villa luxueuse, bijouterie déserte le dimanche soir, et maintenant, une église. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette nuit-là, au moment même où il poserait la main sur le premier trésor de l'hôtel, tout ce qu'il croyait immuable dans sa vie basculerait. Jason Miller avait derrière lui un passé d'ombre bien huilé. Ses coups étaient rapides, impeccables, sans la moindre empreinte laissée derrière lui. Même lorsqu'il avait dérobé pour des dizaines de milliers de dollars d'équipements médicaux dans un hôpital, tout avait été exécuté avec une précision clinique. Mais malgré son talent, il ne travaillait jamais en équipe. Il n'accordait sa confiance à personne, pas même à Eddie, qui n'entrait en scène qu'occasionnellement pour lui fournir des tuyaux ou écouler les objets volés. Quand tu commences à partager les coups, tôt ou tard, tu partages ta cellule, disait souvent Jason. Cette existence, cependant, portait en elle une faim étrange, un vide que même l'adrénaline ne comblait plus. Dans son petit appartement situé au-dessus d'un magasin de prêteurs sur gage, il passait souvent les nuits à zapper d'une chaîne à l'autre à 3 heures du matin, entouré d'objets qui ne lui servaient à rien, montres encore dans leur boîte, appareils électroniques jamais déballés, bijoux rangés dans des boîtes à chaussures. Plus il volait, moins tout cela avait de valeur à ses yeux. Linda, sa mère, avait cessé de l'appeler depuis longtemps, non pas par indifférence, mais parce qu'elle ne supportait plus de le voir s'enfoncer dans une vie dont elle avait tenté de l'éloigner de toutes ses forces. Emily, sa jeune sœur, lui avait envoyé une fois une carte de Noël, sans adresse de retour, avec ces simples mots griffonnés sous une photo de ses enfants, « J'espère que tu vas bien ». Dans la rue, Jason avait une réputation. Les autres voleurs parlaient de lui comme d'une légende urbaine, une ombre capable d'entrer et de sortir sans jamais déclencher une alarme, ne laissant derrière lui que le vide là où se trouvait autrefois un objet précieux. Pourtant, dans les moments de silence, lorsque l'adrénaline retombait, des fissures apparaissaient. Parfois, il restait debout à sa fenêtre, contemplant le néon vacillant d'une laverie ouverte 24h24, et se demandait, sans jamais oser le dire à voix haute, si toute sa vie se résumerait à ça. Ces fissures s'élargirent le soir où Eddie débarqua avec une bière dans une main et un secret dans l'autre. Ce secret concernait une église de Houston, Saint Michael's, et un hôtel couvert d'argent liquide et d'or. Un secret qui allait tirer Jason Miller hors des ténèbres qu'il maîtrisait si bien, pour le projeter dans une lumière qu'il avait passé toute sa vie à éviter. Tout commença un mardi soir, dans un bar mal éclairé de l'est de Houston. L'odeur persistante de friture s'accrochait aux vêtements, et le vieux jukebox semblait figé sur des ballades country poussiéreuses. Jason était assis à sa table habituelle,
une bouteille à moitié vide devant lui, quand Eddie Alvarez s'installa face à lui. Eddie semblait vieilli depuis leur dernière rencontre, cernes creusées, mâchoire nerveuse, mais toujours ce sourire qui annonçait qu'il allait dire quelque chose qu'on aurait peut-être préféré ignorer. « Tu connais Saint Michael S ? Demanda-t-il à voix basse. Jason haussa un sourcil. « L'église ? Oui. Pourquoi ? » Eddie se pencha encore, jetant un regard par-dessus son épaule. « Parce qu'en ce moment, cet endroit regorge de plus d'argent et d'or que t'en as vu depuis des années. » Jason ne mordit pas immédiatement à l'hameçon. Il connaissait la tendance d'Eddie à exagérer. « Tu perds ton temps, les églises ne gardent pas ce genre de fric en évidence. » Eddie insista, « Celle-ci, si. C'est la semaine de la fête de l'Assomption. La plus grande célébration depuis des années. Les gens déposent des dons tous les jours, enveloppes pleines de billets, bijoux, héritages de famille, tout laissé là, sur l'autel. » Jason but une gorgée, impassible. « Tu dis qu'ils laissent tout ça là. » Eddie hocha la tête. Le vieux prêtre, le père Thomas, est parti en conférence ce matin. Il ne reste qu'un jeune prêtre et une sœur pour tenir l'endroit. Pas de vigile de nuit, 2 caméras aussi vieilles que la poussière. Ma cousine fait le ménage là-bas, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu autant de choses au même endroit. Derrière le comptoir, Martha Jean, la patronne, observait les 2 hommes. Elle avait l'habitude de voir Jason seul. L'arrivée d'Eddie et leur chuchotement attirèrent son attention. Jason croisa les bras, « Où est le piège ? » Aucun piège. Dimanche matin, ils emmènent tout à la banque. Jusque-là, ça reste là. Je parie qu'il y a 50 000 $, peut-être plus. Pour la plupart des gens, c'était une somme qui changeait une vie. Pour Jason, c'était le genre de butin qui pouvait lui permettre de disparaître 1 an ou 2. Pourtant, quelque chose au fond de lui se crispait à l'idée de voler une église. Ailleurs en ville, Maria Lopez, la cousine d'Eddie, terminait son service à Saint Michael S. Elle ignorait totalement que sa remarque anodine à propos des dons allait déclencher un engrenage dangereux. Pour elle, c'était juste la preuve de la générosité des paroissiens en cette semaine de fête. Dans la cabine du bar, Jason resta silencieux, au point qu'Eddie dut insister, réfléchit. Pas d'alarme digne de ce nom, une porte arrière qui donne sur une ruelle aveugle, en 15 minutes t'es dehors. Jason secoua la tête. Je ne touche pas aux églises. Eddie ricana, t'as déjà braqué des hôpitaux, c'est quoi la différence ? Cette phrase frappa plus fort que Jason ne l'aurait cru. Il ne répondit pas, tapotant seulement la table du bout des doigts. Plus tard, il rentra chez lui, marchant dans les rues humides où flottait l'odeur de l'asphalte mouillé. De sa fenêtre, il contempla encore le néon clignotant de la laverie. Il se dit que c'était une mauvaise idée. Puis il se dit que ce n'était qu'un boulot comme un autre. Et à l'aube, il savait déjà qu'il avait pris sa décision. Les 3 jours suivants furent consacrés à la reconnaissance. Jason se rendit sur la place où se dressait Saint Michael S, jouant aux touristes, prenant des photos de la façade en briques rouges. Il s'installa à un café en face, observant discrètement les allées et venues. Du coin de son restaurant, Luis Ortega, propriétaire de l'Upestacria, le remarqua. Il ne connaissait pas son nom, mais il savait reconnaître ce genre d'homme, celui qui voit tout mais ne note rien. Jason repéra vite les habitudes. L'arrière de l'église restait désert la nuit. Les 2 caméras étaient bien là où Eddie l'avait dit, l'une au-dessus de la porte principale, l'autre braquée sur l'autel. Des modèles vieux d'au moins 15 ans. Le jeune prêtre, le père Michael, entrait et sortait seul la plupart du temps. La sœur, Agnès, arrivait avec des sacs de courses ou des bouquets. Et chaque jour, les offrandes s'accumulaient au pied de la statue de la Vierge, enveloppes déposées par des familles, boîtes à bijoux laissées par des couples âgés, pièces déposées par des enfants dans des coupes de laiton poli. Le vendredi soir, il connaissait le rythme et les points faibles. Son plan était simple, entrer par la porte arrière à 2h30, crocheter la serrure vétuste, se diriger vers le transept gauche où se trouvait la statue, remplir le sac à dos d'abord l'argent liquide, puis les bijoux, enfin leur ressortir par le même chemin, marcher 3 pâtés de maison jusqu'à son camion et disparaître en moins de 15 minutes. Pas de détour, pas d'improvisation, pas d'erreur. Eddie proposa son aide, mais Jason refusa. Un seul homme, aucun témoin, pas de partage. Le samedi soir, tandis que la ville s'animait, bars bondés et musique débordant dans les rues, Jason dîna calmement dans un petit restaurant près de chez lui. Steak, café noir. Il paya en espèces,
laissa un bon pourboire, et rentra sans se retourner. À 1h55, son réveil sonna. Il était déjà debout. Pantalon cargo noir, t-shirt sombre, gants fins, le fantôme se préparait à frapper. Il portait un chandail noir à manches longues, des gants et des bottes. Sur le comptoir de la cuisine, le sac à dos gisait vide, à côté d'une trousse à outils roulée. Avant de quitter son appartement, il croisa son propre reflet dans un miroir. Le visage qui le regardait était celui d'un homme ayant déjà défié des détecteurs de mouvement, forcé des coffres et échappé aux sirènes de police. Pourtant, derrière ses yeux, au plus profond, quelque chose d'autre vibrait, une ombre d'inquiétude qu'il n'aurait su nommer, tapie dans un recoin obscur de son âme. À 2h28 du matin, il se trouvait déjà dans la ruelle derrière l'église Saint-Michel. Le monde autour de lui semblait figé dans le silence, seulement rompu par le bourdonnement lointain de l'autoroute. Son plan était gravé dans sa mémoire, chaque geste réglé comme une respiration. Ce qu'il ignorait, ce que personne n'aurait pu deviner, c'est que cette nuit ne se terminerait pas comme il l'avait prévu. Elle s'achèverait d'une manière qui ferait résonner son nom bien au-delà des rues qu'il hantait depuis toujours. La ruelle derrière Saint-Michel n'existait pas aux yeux de la plupart des habitants de la ville. Étroit passage dissimulé entre de vieux bâtiments de briques, le bitume y était craquelé, jonché de capsules de bouteilles et de tracés de craie effacés, vestiges de jeux d'enfants disparus. À 2h30, il n'y avait plus que l'obscurité. Ses bottes ne faisaient aucun bruit, et ses mains gantées glissèrent un crochet dans la vieille serrure en laiton. Des années d'expérience lui avaient appris le langage muet des goupilles et des ressorts. En 3 minutes, un cliquetis discret et réticent céda, et la porte s'ouvrit. Au loin, le grondement d'un camion disparut dans le silence. Dès qu'il franchit le seuil, l'air changea, plus frais, plus dense, chargé d'un parfum ténu d'encens, de cire et d'une douceur florale peut-être délice. Dans l'appartement du presbytère, à l'étage, le père Michael se retourna dans son sommeil, ignorant tout de l'intrus qui évoluait en contrebas. Le jeune prêtre avait veillé tard, peaufinant l'homélie du dimanche, loin d'imaginer qu'un danger pouvait surgir depuis l'arrière-cour de l'église. Jason referma la porte derrière lui et demeura un instant immobile dans le couloir sombre. Le faisceau de sa lampe torche traça une bande de lumière sur les planches usées, effleurant des photographies encadrées aux communions solennelles, pique-niques paroissiaux. Les visages figés semblaient l'observer, mais il ne s'y attarda pas. Il se déplaçait avec la précision d'un métronome, 5 pas en avant, viré à droite, 10 autres pas. Selon le plan, la sacristie devait être là où elle l'était. L'odeur subtile de cèdre des armoires à ornements flottait dans la pièce. Des placards tapissaient les murs, remplis de nappes d'autel, de cierges, de micelles. Nulle trace d'enveloppe, d'or ou de bijoux. Un pli d'agacement marqua son front. Un nouveau balayage visuel confirma le vide, seulement les outils de la liturgie. Soit le cousin d'Eddie s'était trompé, soit la cachette se trouvait ailleurs. À l'autre bout de la ville, Eddie fumait cigarette sur cigarette près de sa fenêtre, imaginant déjà Jason revenir, sac à dos gonflé de butin. Il ne savait pas qu'en cet instant, Jason se tenait dans une sacristie vide, en train de recalculer. Il reprit le couloir, se dirigeant vers l'unique autre possibilité, la nef principale. Il avança sans bruit vers le cœur de l'église, son faisceau accrochant les vitraux qui semblaient luire, même sans soleil. Le silence y était différent, plus dense, presque conscient. En entrant dans la nef, l'espace se déploya autour de lui. Les rangées de bancs de bois vernis s'étendaient vers le sanctuaire, renvoyant çà et là des éclats de couleurs projetés par les lampadaires extérieurs. C'est alors qu'il la vit. Dans le transept gauche, baigné dans la lueur vacillante des cierges votifs, se dressait une statue grandeur nature de la Vierge Marie. Sa tête inclinée en prière, ses traits peints avec délicatesse, un manteau bleu coulant sur ses épaules. À ses pieds, le sol était couvert d'offrandes, des enveloppes gonflées de billets, des chaînes d'or entremêlées comme des serpents assoupis, des crucifix d'argent, des écrins de velours et des montres étincelant encore dans la lumière. Des bouquets de lys et de roses fraîches embaumaient l'air d'un parfum riche et presque enivrant. Le cœur de Jason s'accéléra. C'était ici. Il traversa le marbre à pas mesurés, chaque écho montant jusqu'aux voûtes. Il s'agenouilla devant la statue non par dévotion, mais par efficacité déposa son sac et se mit à l'ouvrage. Les liasses de billets passèrent d'abord, épaisses, composées de 20 et 100 $. Puis les bijoux, une lourde chaîne en or, une montre sertie de diamants, des pièces anciennes qui tintaient doucement en tombant au fond. À un pâté de maison, Maria Lopez, cousine d'Eddie, lisait encore dans son lit. Plus tôt dans la journée, elle avait déposé au pied de la Vierge un lys le dernier qu'elle avait pu acheter de sa paix.
Elle ne pouvait imaginer qu'en cet instant, quelqu'un le repoussait pour atteindre les enveloppes. Jason s'activait, mais une lourdeur étrange s'abattait sur lui. Ce n'était pas de la culpabilité où il avait laissé cela derrière lui depuis longtemps. C'était autre chose, un frisson au creux de la nuque, l'impression glaçante de ne plus être seul. Sa main, refermée sur un crucifix doré, se figea. Lentement, il leva les yeux vers le visage de la statue. Les yeux peints, qu'il savait fixer vers le bas, semblaient vivants à la lumière tremblotante des cierges. Il se dit que ce n'était qu'un effet d'ombre. Mais le parfum des lys s'intensifia soudain, emplissant ses poumons d'une vague presque étouffante. Sa lampe torche glissa légèrement dans sa main, projetant l'ombre de la Vierge, immense, sur le mur. Et, l'espace d'un instant, il eut la certitude, pas une impression, mais une certitude que l'ombre bougeait indépendamment de la statue. Le cambriolage était encore en cours. Le plan restait possible. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent, les alarmes ou la fuite. Dans le souffle suivant, Jason Miller allait découvrir que le trésor qu'il était venu voler n'était pas le plus précieux de cette église, et que ce qui l'attendait allait bouleverser à jamais le cours de sa vie. Le premier signe fut les yeux. Jason avait vu assez de statues pour savoir que leur regard reste immuable. Pourtant, à mesure que la flamme des cierges frémissait dans l'air immobile, les yeux de la Vierge jadis baissés se levèrent et se fixèrent droit sur lui. Son souffle se coupa. Le crucifix qu'il tenait lui sembla soudain plus lourd. Dans le presbytère, le père Michael se réveilla de nouveau. Cette fois, pas de rêve, juste un son diffus, indéfinissable, qui semblait vibrer à travers les murs. Une sensation, plus qu'un bruit, comme si le bâtiment tout entier exhalait. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, 2h41. Dans la nef, la lampe torche de Jason échappa à ses mains et heurta le marbre dans un fracas métallique qui résonna étrangement fort dans le silence. Mais il ne la ramassa pas. Il en était incapable. Une force invisible le clouait sur place. L'air s'épaissit encore, le parfum des lys devint si intense qu'il en eut presque la nausée. Et soudain, une voix emplit l'espace. Elle ne venait pas de la statue, ni d'une direction précise, mais de partout à la fois. Jason. Son nom, prononcé doucement, avec une chaleur féminine, une douceur indéniable, mais aussi un poids d'autorité qui lui traversa la poitrine comme une vérité ancienne et inéluctable. À cet instant précis, à seulement 3 rues de là, l'agent de police Carla Ruiz, installé dans sa voiture de patrouille, sentit un frisson parcourir ses bras. Sa radio venait de grésiller, déchirant le silence nocturne d'un souffle de parasites étranges, sans qu'aucun appel clair ne parvienne. Elle fronça les sourcils, tourna le bouton du volume, attentive, comme si quelque chose d'invisible effleurait l'air autour d'elle. Dans l'église, Jason sentit sa gorge se dessécher soudainement. Il voulut parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Alors, cette voix, douce et pourtant inébranlable, s'éleva. Elle semblait flotter, serpenter dans l'air comme un courant invisible qui vibrait jusque dans ses os. « Mon fils, que fais-tu ici ?» Chaque mot semblait résonner dans sa chair, dans ses entrailles, comme un appel venu de plus loin que la nuit. Jason secoua la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Un murmure s'échappa à peine de ses lèvres, « Je. Depuis 15 ans, reprit la voix, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu as dépouillé les affamés, les vieillards, ceux qui ne pouvaient pas se permettre de perdre quoi que ce soit. Crois-tu que je n'ai pas vu ? » Ses jambes cédèrent, non par soumission volontaire, mais parce que son corps, submergé, ne parvenait plus à le soutenir. Il tomba à genoux, le marbre froid mordant ses genoux. Son sac à dos, basculant sur le côté, s'ouvrit, déversant sur le sol un éclat mêlé d'or et de billets pliés, chaînes précieuses, liasses froissées, montres. « Je connais ta faim, reprit la voix, plus douce maintenant. Je sais que ton père est parti. Je sais que ta mère a travaillé jusqu'à briser son corps, ses mains saignant sous l'effort. Je sais que la rue t'a appris à prendre avant d'être pris. Mais, mon fils, voler ne t'a pas rendu fort. Cela t'a rendu vide. » Des larmes brûlantes emplirent ses yeux, brouillant sa vision. Il n'avait pas pleuré depuis le jour où l'on avait enseveli sa mère. Mais là, les sanglots jaillissaient en vagues brutes, sans filtre ni fierté. « Ne pleure pas pour moi, » murmura la voix. « Pleure pour toi, pour l'amour que tu as refusé. Pour les chemins que tu as abandonnés, simplement parce qu'ils étaient plus difficiles à parcourir. » Au-dessus d'eux, l'une des petites bougies votives vacilla soudain, puis se mit à briller d'une flamme plus vive,
comme si elle répondait à cette présence invisible. Je suis désolé, balbutia-t-il. Pardonne-moi, je t'en supplie. Jason, dit la voix avec une tendresse ferme, j'ai toujours été là. Dans chacun de tes choix, dans chaque mauvais tournant, dans chaque nuit où tu t'endormais en ne sentant rien d'autre que le poids de ton âme. J'ai attendu que tu reviennes à la maison. Il eut l'impression que son regard ou du moins la sensation d'être vu se posait sur lui, le maintenant droit malgré la tempête intérieure. Et, pour la première fois depuis des années, autre chose que l'adrénaline ou le calcul froid emplissait sa poitrine, l'espoir. Que dois-je faire? Lâcha-t-il, la voix brisée. Tu le sais déjà, répondit la voix. Et il sut. Les mains tremblantes, il se mit à vider le sac à dos, ressortant chaque billet, chaque bijou, chaque pièce, et les reposant délicatement au pied de la statue de la Vierge, à l'endroit exact où ils étaient avant qu'ils ne les prennent. Les pièces d'or et l'acier des montres tintaient doucement contre le marbre, un son qui avait quelque chose de purificateur. Quand le dernier objet eut retrouvé sa place, il resta là, à genoux, sans savoir quelle devait être sa prochaine action. La voix revint, plus basse. Ce n'est que le premier pas. Tu dois réparer ce que tu as brisé. Retrouve ce que tu as blessé. Rends ce que tu peux. Demande leur pardon, même s'ils ne te l'accordent pas, vis dans la vérité, quel qu'en soit le prix. La gorge serrée, Jason avoua. Je n'ai plus rien. Pas d'argent. Pas de travail honnête. Rien. Tu as ta vie. Tu as ton âme. C'est suffisant pour commencer. Il ferma les yeux, laissant ses paroles s'ancrer profondément en lui. L'air autour de lui semblait plus léger. Le parfum de lys s'effaçait peu à peu, remplacé par une note plus discrète. Quand ce sera le plus difficile, ajouta la voix, reviens ici. Assieds-toi avec moi. Parle-moi. Je t'écouterai toujours. Puis ce fut le silence. Les yeux de la Vierge reprirent leur douceur immobile, celle qu'ils portaient depuis des décennies. Jason demeura là jusqu'à ce que la première lumière pâle du matin se glisse à travers les vitraux, peignant le sol de bleu et de rouge. Il ignorait combien d'heures avaient passé. Il savait seulement qu'en se levant, il n'était plus l'homme qui était entré. La voix résonnait encore en écho dans son esprit, ce n'est que le premier pas, ces mots pesaient sur lui comme aucune chaîne n'avait jamais pesé. Dans le presbytère, au-dessus de la nef, le père Michael se réveilla avec un étrange pressentiment, quelque chose venait de se produire. Pieds nus, il se rendit jusqu'au balcon de la chapelle et se pencha. En bas, une silhouette solitaire était agenouillée devant la Vierge, les épaules basses, dans une posture qui ressemblait autant à la prière qu'à la reddition. Jason, absorbé, fixait les offrandes qu'il venait de restituer, liasses de billets, chaînes dorées, bagues étincelant doucement dans la lueur des bougies. La voix avait été claire, retrouve ce que tu as blessé. Rends ce que tu peux. Demande pardon, même si on te le refuse. Vis dans l'honnêteté, quoi qu'il en coûte. La simple pensée de cette tâche noua son estomac. 15 années de vol, des centaines de victimes, des milliers et peut-être des centaines de milliers de dollars éparpillés entre les prêteurs sur gage, les receleurs et des inconnus qui ne se souviendraient de lui que lorsqu'il se présenterait à leur porte. Certains le haïraient. Certains lui claqueraient la porte au nez. D'autres appelleraient immédiatement la police. Il pensa à Martha, la veuve à qui il avait volé la montre de son mari. À Monsieur Alvarado, qui, revenant de son second emploi, avait trouvé la caisse de son magasin vidée. Et à tant d'autres visages qu'il n'avait jamais pris la peine de retenir, et qui revenaient à présent, fragmentés, comme les pièces d'un puzzle renversé sur le sol. Un instant, l'ancien Jason, celui qui prévoyait chaque geste, calculait chaque risque et ne laissait aucune trace, se redressa en lui. Cet homme-là se serait relevé, serait parti, se persuadant qu'il avait tout imaginé. Mais maintenant, il n'y avait que lui, seul, portant le poids de ces mots entendus. À l'autre bout de la ville, dans un petit appartement au-dessus d'un restaurant mexicain, Eddie Alvarez attendait un appel. Celui qui, d'ordinaire, annonçait l'arrivée d'un sac rempli, le bruit des pneus sur l'asphalte humide, le glissement d'une fermeture éclair. Il ne savait pas que le sac de Jason gisait vide, abandonné au pied d'une statue. Jason ferma les yeux. Le plan avait disparu, plus d'évasion, plus de butin, plus de moi à se cacher. Tout s'était évaporé, comme la buée d'un souffle dans l'air glacé. À la place, quelque chose de terriblement simple, recommençait à zéro, avec seulement les vêtements qu'il portait, ses mains, et tout travail qu'il pourrait trouver.
Je ne sais même pas par où commencer, murmura-t-il. Mais il connaissait déjà la réponse, ce ne serait pas une question de gestes spectaculaires ou de rédemption instantanée. Ce serait un long chemin, pavé de journées monotones, dures, sans gloire. Économiser dollar par dollar. Frapper aux portes où il s'était jadis glissé en silence, la nuit. Les flammes vacillèrent comme sous l'effet d'un courant d'air, bien que l'air restât immobile. Alors il vendrait tout ce qu'il possédait ayant de la valeur, son camion, sa télévision, ses montres, même ses meubles. Chaque centime récolté irait au premier nom et adresse qui lui reviendrait en mémoire. S'ils le maudissaient, ainsi soit-il. S'ils appelaient la police, il l'accepterait. S'ils le pardonnaient, ce serait leur choix, pas un pardon qu'il pourrait acheter en une seule visite. Du balcon, le père Michael l'observa se relever lentement, comme pour éprouver la solidité de ses jambes. Jason jeta un dernier regard au visage de la Vierge, puis inclina la tête dans un geste qui n'était ni celui d'un délinquant prudent, ni celui d'un fidèle en prière, mais quelque chose entre les deux. Il saisit le sac vide. Il semblait plus lourd maintenant, comme s'il portait encore l'ombre de ce qu'il contenait en entrant, et le souvenir de ce qu'il laissait derrière lui. Jason ignorait combien de temps il faudrait pour réparer les dégâts qu'il avait causés. Mais il savait que la première marche venait d'être franchie. Jason ne savait pas si ce qu'il envisageait était seulement possible. Pourtant, en se tournant vers la porte, il sentit au fond de sa poitrine une clarté qu'aucun cambriolage, aussi audacieux fût-il, ne lui avait jamais donnée. Dans ce calme nouveau, quelque chose naquit, une promesse silencieuse, fragile mais ferme. Il ne disparaîtrait pas cette fois. Il reviendrait, non plus comme un voleur, mais comme un homme prêt à réparer, coûte que coûte, ce qu'il avait brisé. Le premier pas était fait. Au lever du soleil, il regagna son modeste appartement situé au-dessus d'un vieux magasin de prêt sur gage. Rien n'y avait changé, et pourtant tout semblait différent. Chaque objet autour de lui paraissait désormais porter une étiquette invisible, un prix à rendre. Le grand téléviseur à écran plat fixé au mur, le fauteuil en cuir dans lequel il ne s'était jamais senti vraiment à l'aise, la table basse en chêne verni, même le jeu de clés de camion suspendu à un crochet près de la porte, tout brillait à ses yeux comme de la monnaie qu'il ne méritait plus de garder. 2 jours plus tard, le salon était presque vide. Le téléviseur avait disparu, vendu à un magasin d'électronique d'occasion pour la moitié de sa valeur. Le camion suivit le même chemin, échangé contre du liquide dans un petit parc automobile qui ne posait pas de questions. Les montres, les chaînes en or et même les quelques outils de grande valeur qu'il avait conservés pour ses « gros coups » furent rangés dans des boîtes et remis à des prêteurs sur gage. À la fin de la semaine, Jason se retrouva avec un peu plus de 9200 $ en liquide, glissés dans une grande enveloppe, et un appartement réduit à l'essentiel, un matelas posé à même le sol, une chaise pliante, et une tasse ébréchée. De l'autre côté de la ville, Eddie Alvarez apprit par un contact commun que Jason avait vendu son camion. Il liquide tout, lui dit-on. Eddie, sûr de connaître la réponse, conclut que son ancien complice fuyait la ville avant que les ennuis ne le rattrapent. Il ignorait que cet argent n'était pas destiné à une fuite, mais à une restitution. La première étape mena Jason jusqu'à une petite maison d'un étage, à la peinture blanche délavée par le soleil texan, aux abords de Houston. Il resta figé au bord de l'allée pendant de longues secondes avant de trouver la force de marcher jusqu'à la porte, l'enveloppe serrée dans sa main. À l'intérieur, Madame Evelyn Carter, veuve d'une 60aine d'années, pliait du linge lorsqu'on frappa. Elle ouvrit et découvrit un grand homme vêtu d'un simple jean et d'une chemise en flanelle usée. Son visage lui semblait familier, sans qu'elle puisse dire pourquoi, jusqu'à ce qu'il parle. « Madame Carter, il y a 3 ans, j'ai volé la montre de votre défunt mari. » Ses doigts se crispèrent sur le battant. « Je ne peux pas vous la rendre, » reprit Jason d'une voix basse mais ferme. « Mais je peux vous donner l'équivalent de sa valeur, et vous dire que je suis désolé. » Il tendit l'enveloppe. Elle ne la prit pas tout de suite, scrutant son visage à la recherche du moindre mensonge. Puis, lentement, sa main tremblante s'avança. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle simplement. « Parce que c'est la chose juste à faire. » Elle hocha la tête, referma doucement la porte, et le laissa seul sur le perron, avec pour seule compagnie le martèlement de son propre cœur. L'adresse suivante le conduisit dans un quartier populaire de l'est de Houston, devant une vieille épicerie d'angle à l'enseigne délavée, Alvarado S Market. La peinture s'écaillait, mais la lumière brillait toujours à l'intérieur. Derrière le comptoir, Monsieur Alvarado, aujourd'hui septuagénaire, releva la tête en entendant la clochette de la porte et ses yeux s'emplirent aussitôt d'une reconnaissance amère. « Toi » lança-t-il d'un ton dur.
Je sais, répondit Jason calmement. Il posa une enveloppe sur le comptoir. 2000 $, plus les intérêts, pour la nuit où j'ai vidé votre caisse. Le vieil homme fixa l'enveloppe, puis le voleur repentit. Je devrais appeler la police. Vous devriez, mais j'espère que vous prendrez plutôt cet argent. Un long silence pesa entre eux. Finalement, M. Alvarado tira l'enveloppe vers lui. Tu as de la chance que je crois aux secondes chances, marmonna-t-il. Toutes les rencontres ne furent pas aussi calmes. Un homme claqua la porte au nez de Jason avant même qu'il ait pu expliquer sa démarche. Un autre sortit une batte de baseball, criant que certaines blessures ne pouvaient pas se guérir avec de l'argent. Jason ne protesta pas, il glissa simplement les enveloppes dans leur boîte aux lettres et repartit. À la fin du premier mois, les 9200 $ s'étaient envolés, dispersés entre une douzaine de foyers. Jason trouva un travail de manœuvre sur un chantier, versant du béton sous le soleil de plomb du Texas. Le salaire était modeste, payé chaque semaine, mais il se l'imposa, chaque vendredi, la moitié partait pour le loyer et la nourriture, l'autre moitié allait rejoindre une nouvelle pile d'enveloppes destinée à ses victimes. Dans un petit dîner près de l'Interstate 45, Maria Lopez, la cousine d'Eddie, surprit un jour la conversation de deux habitués, il parlait d'un type qui faisait le tour de la ville pour rembourser les gens qu'il avait autrefois volés. Elle ne fit pas le lien avec l'homme qu'elle avait aperçu, des mois plus tôt, dans l'église Saint-Michel. Pas encore. Chaque soir, Jason s'asseyait à sa table, un stylo et une feuille devant lui, et essayait de dresser de mémoire la liste complète de tous ses anciens larcins, chaque adresse, chaque nom, chaque détail. La liste s'avéra bien plus longue qu'il ne l'imaginait. Cela aurait pu le décourager. Mais, pour la première fois de sa vie, l'ampleur de la tâche ne signifiait pas « impossible ». Chaque coup porté à une porte, chaque conversation maladroite, chaque enveloppe glissée dans une main hésitante ou sous un paillasson, était comme une pierre posée sur le chemin du retour vers une vie qu'il croyait perdue. Certains lui accordaient leur pardon sur le champ, d'autres non. Peu importait, la dette restait la sienne, et il la paierait. Peu à peu, l'homme qui avait mesuré sa vie en butin commença à la mesurer autrement, en comptes soldés, en blessures apaisées, en fautes reconnues avant que le temps ne lui soit retiré. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit d'août. La liste d'adresses était encore longue, mais la colonne des noms barrés s'étoffait. Un soir, après une journée exténuante sur le chantier, Jason se retrouva à nouveau devant l'église Saint-Michel. Cette fois, ce n'était pas sous le couvert de l'obscurité, le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la façade de briques et le clocher blanc. Il hésita quelques instants au pied des marches. Des gens allaient et venaient, certains allumaient des cierges, d'autres repartaient les bras chargés de sacs de provisions offerts par la paroisse. Personne ne lui prêta attention. Pour un homme qui avait passé sa vie à éviter les foules, cette indifférence avait quelque chose d'étrange. À l'intérieur, l'air sentait le bois poli et les fleurs fraîches. Les cierges disposés devant la statue de la Vierge vacillaient doucement, sans s'éteindre malgré les portes ouvertes. Près de l'autel, le père Michael arrangeait un bouquet de lys dans un grand vase de verre. Jason avança lentement dans l'allée, le bruit de ses bottes de travail résonnant sur le marbre. Le jeune prêtre leva les yeux, ses mains suspendues au-dessus des fleurs. « Mon père, dit Jason d'une voix basse. Je m'appelle Jason Miller. J'ai laissé un mot ici, il y a plusieurs mois. » Un éclat de reconnaissance traversa le regard du prêtre, il se souvenait de cet homme qui avait écrit qu'il reviendrait pour réparer. « Je crois qu'il est temps de vous raconter toute l'histoire, poursuivit Jason. Ils s'assirent dans un petit bureau attenant à la nef. Les stores à moitié tirés laissaient passer une lumière dorée qui rayait les murs. Alors, Jason raconta. Eddie et son tuyau, la sacristie vide, les offrandes aux pieds de la Vierge, les yeux de la statue qui avait semblé bouger, et cette voix qu'il avait appelée par son nom. Il parla du moment où il avait tout remis à sa place, cette nuit-là, et de la façon dont il avait consacré chaque jour depuis à rembourser des dettes que personne ne l'obligeait à rembourser. Le père Michael écouta en silence, sans jamais l'interrompre. Quand Jason eut terminé, le prêtre se laissa aller contre le dossier de sa chaise et resta un moment pensif. « Vous savez, dit-il enfin, ces caméras que vous pensiez trop vieilles pour fonctionner? Elles marchent. Elles ont tout enregistré. » Le ventre de Jason se serra. « Tout, confirma le prêtre. Votre entrée dans l'église, le moment où vous vous êtes agenouillé devant la statue, celui où vous avez vidé votre sac, et autre chose encore. Une lumière surgit de nulle part, enveloppant la statue et vous-même. Il ouvrit le tiroir d'un vieux bureau et en sortit une petite clé USB.
Le diocèse l'avait examiné avec attention. L'évêque, après avoir visionné son contenu, avait parlé d'un véritable miracle de conversion. Il m'avait dit d'attendre, que tu reviendrais. Ce soir-là, dans la cuisine du presbytère, le père Michael montra à Jason la vidéo enregistrée par la caméra fixe de l'église. Les images, même tremblotantes et granuleuses, avaient quelque chose d'irréel. On y voyait Jason, s'avançant avec une détermination sombre, tandis que les flammes des cierges semblaient soudain vaciller puis grandir, comme si elles répondaient à une présence invisible. Puis, sans raison apparente, l'homme s'agenouillait brusquement, et ses mains, au lieu de saisir pour voler, se mettaient à replacer un à un les objets qu'il avait voulu emporter, comme guidés par une force douce mais inébranlable. Même à travers la qualité médiocre de la vidéo, on percevait le bouleversement qui traversait son visage, la dureté qu'il habitait depuis des années cédait la place à quelque chose de nu, de fragile, presque enfantin. « Tu devrais raconter cette histoire, dit doucement le père Michael. Jason secoua la tête. Je ne suis pas un orateur. Ce n'est pas une question de bien parler, répondit le prêtre. C'est une question de vérité. Des gens, dans cette ville, ont cessé de croire que le changement est possible, que Dieu agit encore dans la vie des hommes ordinaires. Ton témoignage pourrait les toucher. Jason baissa les yeux. Il avait frappé à des portes en pleine nuit, affronté des hommes armés de battes de baseball, et jamais il n'avait reculé. Pourtant, l'idée de se tenir devant toute une assemblée lui semblait bien plus terrifiante. Le dimanche suivant, l'église était presque pleine. La lumière du matin filtrait à travers les vitraux, projetant sur les bancs des éclats rouges et bleus. Jason, assis au premier rang, avait les paumes moites. Après le dernier cantique, le père Michael se plaça derrière le lutrin. « Avant de nous quitter, j'aimerais inviter quelqu'un à témoigner, dit-il. Un homme qui a parcouru un long chemin pour se tenir ici aujourd'hui. » Jason se leva lentement, le plancher de bois gémissant sous ses bottes. Lorsqu'il se retourna, une centaine de regards se posèrent sur lui, certains curieux, d'autres sceptiques, d'autres encore pleins d'attente. « Je m'appelle Jason Miller, commença-t-il d'une voix ferme mais maladroite. Et pendant 15 ans, j'ai été voleur. » Un murmure parcourut l'assemblée. Il leur parla de cette nuit d'où, de son plan, de la statue, de la voie qu'il avait arrêtée, de la décision de tout abandonner. Il leur raconta les démarches pour rendre ce qu'il avait pris, les portes qui s'étaient fermées, les rares moments de pardon. Lorsqu'il eut terminé, certains avaient les yeux humides, d'autres gardaient un silence lourd de réflexion. Au fond, un vieil homme joignait les mains plus fort. Plus près, une femme se penchait vers son fils adolescent pour lui murmurer quelques mots. Le père Michael conclut la messe par une prière. Alors que les fidèles quittaient l'église, plusieurs vinrent entourer Jason, certains pour le remercier, d'autres pour confier leur propre histoire. Un jeune, pas plus de 17 ans, resta à l'écart, le regard fixé sur lui sans oser approcher. Ce soir-là, seul dans son appartement presque vide, Jason comprit que ce récit n'était plus seulement le sien. Il appartenait désormais à tous ceux qui avaient besoin de croire que le passé ne dicte pas nécessairement l'avenir, et à tous ceux qui l'entendraient un jour. Le dimanche suivant, les bancs de Saint-Michael étaient encore plus garnis. La rumeur s'était répandue vite, glissée de bouche en bouche à la sortie de la messe, autour d'un café au dîner du coin, entre deux rayons de l'épicerie. Les gens venaient non seulement pour prier, mais aussi pour voir cet homme dont l'histoire avait bouleversé une communauté peu habituée à parler de miracles au présent. Parmi les visages, celui de Rafael Torres, 17 ans. La semaine précédente, il avait écouté Jason depuis le fond de l'église. Depuis 1 an, il séchait les cours et faisait de petits larcins avec une bande de garçons plus âgés. Les paroles de Jason s'étaient plantées dans son esprit comme une écharde. Il n'osait pas dire la question à voix haute, s'il a pu arrêter, pourquoi pas moi? Après la messe, Raphaël resta dans le vestibule, feignant de lire le tableau d'affichage jusqu'à ce que Jason passe près de lui. « Monsieur Miller? Moi aussi, j'ai volé. Pas des trucs énormes, juste, assez. » Jason s'arrêta, jaugeant la tension dans son corps. « Comment tu t'appelles? » Raphaël. Jason hocha la tête. « J'ai commencé à 12 ans. Je n'ai arrêté qu'à 35. Tu as encore le temps de t'en sortir avant que ça ne devienne ta vie. C'est pas si simple. » Je n'ai jamais dit que c'était simple, répondit Jason. Mais ça vaut la peine. Il lui tendit une carte avec un numéro. Appelle-moi demain. Je peux t'avoir une place sur un chantier. C'est du travail dur, mais honnête. Le lendemain,
Raphaël se présenta. Le vendredi, avec son premier salaire, il alla rembourser l'épicerie qu'il avait volée le mois précédent. Et il ne fut pas le seul, d'autres vinrent à Jason. Madame Delgado, ancienne institutrice, lui avoua qu'elle avait toujours soupçonné qu'il était l'auteur d'un cambriolage subi des années plus tôt. Elle n'avait jamais pu le prouver, mais voir son changement l'avait libérée d'une rancune qu'elle traînait depuis longtemps. Un après-midi, dans un coin discret du café de Lou, l'officière Carla Ruiz s'assit en face de lui. Elle faisait partie de ceux qui avaient visionné les images de la caméra de l'église. « Ça fait 15 ans que je suis dans la police », lui dit-elle. « Des gens comme toi, qui font vraiment demi-tour, j'en vois pas continu. Les gens te regardent, même quand tu ne t'en rends pas compte. » Bientôt, on l'invita à parler dans des centres communautaires, puis dans un centre de détention pour mineurs à la périphérie de la ville. Il ne se donnait pas l'allure d'un conférencier, ne lisait pas de notes. Il se contentait de dire la vérité sur les mensonges auxquels il avait cru, la peur dans laquelle il avait vécu, et cette nuit qui avait tout brisé. Lors d'une rencontre au centre de détention, un garçon au fond leva la main. « Donc, si je dis juste pardon, tout va bien ?» Jason secoua la tête. « Non. Dire pardon, c'est seulement le début. Il faut vivre cet acte de contrition, chaque jour, aussi longtemps qu'il le faudra. » Ces mots n'avaient rien d'élégant, mais ils sonnaient juste. Et dans ces salles pleines de jeunes capables de déceler l'hypocrisie à des kilomètres, c'était la seule chose qui comptait. Le chantier devint aussi un lieu de transformation. En un an, Jason y fit entrer 3 jeunes au bord de graves ennuis. L'un partit au bout d'une semaine. Un autre resta juste assez pour économiser et entrer à l'école des métiers. Raphaël, lui, resta. 2 ans plus tard, il était devenu l'un des meilleurs ouvriers, suivant des cours du soir pour devenir électricien. Le soir, Jason retournait souvent à Saint-Michael. Parfois, il y trouvait des inconnus agenouillés aux pieds de la Vierge, murmurant des prières. D'autres fois, le père Michael lui demandait de parler à un visiteur intrigué par l'histoire qu'il avait entendue. Mais la plus grande surprise vint quand les appels commencèrent à arriver, pas pour demander de l'argent, mais pour demander de l'aide afin de réparer une faute. Un soir, Luis Ortega, propriétaire d'une petite taqueria, l'appela sans prévenir. « J'ai quelque chose qui n'est pas à moi depuis des années », avoua-t-il. Je crois qu'il faut que je le rende. Tu peux m'aider » Une semaine plus tard, Jason était à ses côtés lorsque Luis rendit une bague volée à son véritable propriétaire. Dans ces moments-là, en voyant quelqu'un franchir le pas qu'il avait autrefois redouté, Jason comprenait que sa vie avait encore changé. Sa mission avait commencé par un remboursement de dette. Elle était devenue un chemin pour éclairer celui des autres. Et même s'il ne le disait jamais, il savait que cette voix, entendue dans l'église cette nuit-là, avait eu raison. Le plus dur restait à venir, mais il ne serait plus jamais seul pour l'affronter. Dans le cœur vibrant de Spring Branch, à l'ombre tranquille des porches baignés par la lumière dorée du soir, se trouvait désormais la maison où Jason vivait. Ce n'était plus l'appartement étroit et sombre au-dessus d'un prêteur sur gage, ni l'antre où s'empilaient naguère les butins mal acquis. Ici, rien de l'art volé ou du luxe arraché à d'autres mains, seulement des murs tapissés de cadres simples, témoignage d'une vie reconstruite pas à pas. On y voyait Jason, casque de chantier vissé sur la tête, souriant aux côtés de son équipe de construction, Raphaël, hilar, brandissant fièrement son certificat d'électricien, et, au centre, une photo de mariage où Jason et Emily se tenaient l'un près de l'autre, rayonnant. Emily, celle qui, un matin ordinaire, lui avait tendu une tasse de café après la messe sans poser la moindre question sur son passé. Elle savait pourtant. Elle avait toujours su. « Si tu as été pardonné, m'avait-elle dit un jour, alors je peux aimer l'homme que tu es devenu. » De leur union était née Grace, une petite fille de 3 ans, vive comme l'étincelle, intrépide, et qui déjà bombardait son père de questions sur le crucifix d'argent qu'il portait toujours autour du cou. Jason menait désormais une existence simple, réveil avant l'aube pour rejoindre les chantiers, soirée à la maison ou à Saint-Michael-S, et, certains week-ends, escapades vers de petites villes pour témoigner devant des groupes paroissiaux ou dans des centres communautaires. Ce n'était ni prestigieux ni lucratif, mais c'était honnête, solide, et, plus que tout, mérité. Dans les registres de la paroisse, le père Michael avait griffonné, à côté de son nom, témoin de conversion. Jason ne revendiquait pas ce titre, mais, dans la communauté, il était resté. Les gens l'arrêtaient dans les allées du supermarché, au magasin de bricolage, ou sur les trottoirs, pour lui dire qu'ils avaient entendu son histoire. Certains y trouvaient un souffle d'espérance pour un frère ou un fils égaré.
d'autres se contentaient de lui serrer la main. La liste de ses victimes passées s'était peu à peu raccourcie. Certaines dettes avaient été réglées en totalité, d'autres ne pouvaient l'être qu'en temps et en effort. Jason gardait toujours cette liste dans le tiroir supérieur de sa table de nuit, non comme un poids, mais comme le rappel du chemin qu'il devait encore parcourir. Un soir d'automne, il se retrouva à nouveau devant la statue de la Vierge, dans l'église Saint-Michaelis. Les cierges, alignés dans leurs verres, diffusaient cette même lueur douce qu'il se souvenait avoir vue, des années plus tôt, au cœur de la nuit qui avait tout changé. Cette fois, il n'entendit aucune voix. Il n'en avait pas besoin. La paix ancrée dans sa poitrine suffisait. Depuis les bancs, Raphaël l'observait en silence, les mains dans les poches de sa veste. Il n'était pas venu seul, deux jeunes du quartier l'accompagnaient, des garçons frôlant déjà les frontières du danger. « C'est de lui que je vous ai parlé », leur glissa-t-il à voix basse. « S'il a pu changer, nous aussi. » Jason posa un genou à terre, non plus en détresse, mais en gratitude. Gratitude pour le travail qu'il attendait encore, pour la seconde chance qu'il avait reçue, pour cette grâce invisible qu'il avait rejoint au plus profond de sa nuit. Sa vie n'était pas devenue facile, il y avait toujours des factures à payer, des journées longues et éprouvantes, et parfois la tentation sournoise de revenir à des solutions rapides et malhonnêtes. Mais, chaque fois, il se souvenait du sol de marbre sous ses genoux, et du poids de ses mots, « Tu sais déjà ce qu'il faut faire ». Il avait compris que la rédemption n'était pas un éclair unique, mais une route qui se construit à force de choix justes, un à la fois. Le passé, aussi sombre fût-il, n'avait pas à rester une prison. En repensant à son parcours, il se souvenait des visages, ceux qui avaient douté, et ceux, inexplicablement, qui avaient cru en lui. Il savait que ce chemin n'était pas le sien seul. Il s'était tissé de toutes les mains qu'il avait relevées, de chaque regard qui lui avait permis de réparer, même un peu, ce qui avait été brisé. À ceux qui écoutaient son histoire, il répétait toujours, peu importe jusqu'où vous êtes allés dans la mauvaise direction, il y a toujours un chemin pour revenir. On ne peut pas effacer le passé, mais on peut choisir ce que l'on fait ensuite. Et, quand on décide de rentrer chez soi, on ne marche jamais seul. Car, si l'on croit aux secondes chances, si l'on croit que la grâce peut nous trouver même dans les recoins les plus obscurs, alors chaque pas vers la lumière devient une victoire. Dans ce message qu'il partageait, il n'y avait ni complaisance ni faux espoir, simplement la vérité nue d'un homme qui avait connu la nuit et choisi, encore et encore, de marcher vers le jour. Ceux qui croisaient sa route ne voyaient plus l'ancien voleur, ils rencontraient un frère, un mari, un père, un ami. Et, dans les yeux de sa fille, brillait la preuve la plus éclatante que la rédemption est réelle, un héritage fait non de chaînes et de mensonges, mais de paix, de travail honnête et d'amour donné sans condition. Ainsi, chaque matin où Jason enfilait ses bottes de chantier, chaque soir où il rentrait poser ses clés sur la table de cuisine, il savait que sa vie avait un sens que rien ni personne ne pourrait lui voler. Ce sens, il le portait autour du cou, dans le crucifix d'argent, et dans son cœur, comme une lumière discrète mais inextinguible, guidant ses pas jusqu'au bout du chemin.